Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre notre étude du chapitre 7 en économie globale, c'est-à-dire le chapitre sur le modèle de l'offre et de la demande globale. Et on va continuer à l'aide d'exercices à apprendre à utiliser le modèle global pour déterminer les conséquences macroéconomiques d'événements macroéconomiques importants. Donc, je vous invite à faire l'exercice en même temps que moi. Si ce n'est pas déjà fait, de vous prendre une feuille de papier, un crayon, une règle, et ensemble, on va solutionner en détail l'énoncé qui est présenté à l'écran ici. Donc, vous avez un énoncé que je vais lire à l'instant, une politique budgétaire expansionniste conjoncturelle. Le gouvernement augmente fortement ses dépenses publiques pour des infrastructures non structurantes. On parle ici donc des choses comme des parcs de loisirs, des stades de football, etc., pour faire face à une importante crise économique. Discuter des effets de l'offre et de la demande globale, discuter des effets sur l'offre et la demande globale, et puis sur l'équilibre macroéconomique. Donc, quand on a un problème comme ça, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est de se tracer le modèle de l'offre et de la demande globale. Donc, tout de suite, on prend notre crayon et on va se tracer le modèle. Donc, allons-y, on va se faire l'espace graphique. Sur mon axe des X, j'ai le PIB. Sur mon axe des Y, j'ai le niveau des prix. Maintenant que ça c'est fait, on va tracer une courbe d'offre et une courbe de demande dans mon modèle. Donc la demande globale, on se rappelle, a une pente négative. Quand les prix sont élevés, les consommateurs ne veulent pas consommer beaucoup. Et quand les prix sont faibles, les consommateurs veulent consommer beaucoup. Et ensuite, vous avez la courbe d'offre globale à court terme. Donc, notons-les. Vous avez ici l'offre globale de court terme et vous avez la demande globale. Excellent. Et au centre de ça, on peut noter notre équilibre. Donc, j'ai mon PIB d'équilibre et j'ai mon niveau des prix à l'équilibre. Excellent. Et donc là, vous avez un équilibre. La question qu'on pourrait vouloir se poser, c'est quel type d'équilibre est-ce qu'on a présentement? Est-ce qu'on est en équilibre de sous-emploi, en équilibre de plein emploi ou en équilibre de suremploi? Ici, la question ne nous le stipule pas directement. Par contre, on voit qu'on nous demande de discuter des effets pendant qu'on fait face à une importante crise économique. Une crise économique, c'est clairement pas le plein emploi, parce qu'au plein emploi, l'économie va bien, et ce n'est certainement pas non plus du suremploi, parce que l'économie irait trop bien. Ça nous laisse donc qu'on est en équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire que le PIB est inférieur à son potentiel économique. Donc, je vais aller tracer ici une courbe de PIB potentiel. Donc, le PIB potentiel, c'est une courbe verticale qui nous dit, dans ton économie, si tu utilisais toutes les ressources, quel serait le PIB que tu obtiendrais? Donc, le PIB potentiel. Et en ce moment, on peut voir effectivement que vous avez un équilibre de sous-emploi parce que le PIB que moi j'observe est inférieur au potentiel économique. Génial. Et donc maintenant, la question qu'on se pose est la suivante. Quel est l'effet de la construction d'infrastructures non structurantes par le gouvernement sur ce modèle macroéconomique-là? Quand vous avez un problème du genre, on se rappelle, la démarche à suivre, c'est d'être très rigoureux et de faire toutes les étapes. Donc la première étape pour nous, ça va être quoi? Eh bien, la première étape, ça va être de vérifier est-ce que mon événement a un lien, ou un effet plutôt, sur la demande globale. Donc, est-ce que la demande globale est affectée par une augmentation des dépenses du gouvernement pour la construction? Donc, on se rappelle que la demande globale a plusieurs composantes. Les 4 composantes de la demande globale sont les dépenses de consommation des ménages, les dépenses d'investissement des entreprises, les dépenses du gouvernement et vous avez au final les exportations nettes, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Excellent. Dans notre cas ici,
Est-ce que l'augmentation des dépenses du gouvernement, donc l'augmentation des dépenses pour des infrastructures non structurantes, fait partie d'une des composantes? Ici, la réponse, c'est clairement que oui. Donc, clairement ici, j'ai une hausse des dépenses du gouvernement. Donc, c'est dit dans la question, le gouvernement dépense davantage d'argent. Est-ce que j'ai un changement dans les autres composantes? Parce que soyons rigoureux, faisons toutes les composantes. Donc, ici, la dépense de consommation. C'est quoi la dépense de consommation? C'est les consommateurs qui dépensent de l'argent. Mon énoncé ne fait pas mention de ça. L'investissement des entreprises, c'est lorsque les entreprises achètent du capital, achètent de la machinerie. Une fois de plus, mon énoncé n'en fait pas mention. Et finalement, les exportations nettes, c'est du commerce international. La construction d'un parc ici n'est pas considérée comme du commerce international. Donc, j'ai une composante qui augmente et les autres composantes ne changent pas. Donc, au final, au global, j'ai une augmentation de la demande globale. On va tout de suite aller dans notre graphique et tracer cette nouvelle courbe-là de demande globale. Donc, je prends ma demande globale et je la déplace vers la droite. Donc, voilà, on va la déplacer comme ça vers la droite. Désolé, j'ai un peu laissé mon crayon là, dériver. Je vais la recommencer comme ça. Donc, j'ai déplacé ma demande globale vers la droite. Vous auriez pu la déplacer plus, vous auriez pu la déplacer moins. Ce n'est pas grave ici. Moi, en situation d'examen, ce que je veux voir, c'est que vous êtes capable de la déplacer du bon côté. Donc, j'ai une augmentation de la demande globale. Est-ce qu'on a terminé notre problème? Non. On doit continuer les étapes, c'est-à-dire regarder les deux autres courbes du modèle. Et l'étape 2, on va maintenant regarder ce qui se passe avec l'offre globale de court terme. Donc, l'offre globale représente quoi? Elle représente la capacité des entreprises à produire de la richesse en fonction des prix et des coûts. Donc, qu'est-ce qui influence ici la capacité de production de nos entreprises? Deux choses. D'abord, les coûts, donc les coûts de production. Quand ça coûte cher produire, quand ça devient plus difficile, on produit moins et vice-versa. Et ensuite, la productivité. Donc, est-ce que nos entreprises sont capables de générer beaucoup de richesses avec les ressources dont elles disposent? Ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la construction d'un parc ou encore d'un stade de football change les coûts de production pour les entreprises? J'aime toujours m'imaginer, moi, une entreprise qu'on connaît bien, par exemple McDonald's. Est-ce que McDonald's est affecté par la construction d'un parc dans le quartier? Est-ce que ça change le coût de fabrication du Big Mac? Clairement que non. Il n'y a aucun effet ici sur les coûts des entreprises. Est-ce qu'il y a un effet sur la productivité des entreprises? Est-ce que le cuisinier de chez McDonald's est capable de faire plus de Big Mac par heure parce qu'on construit un parc dans le quartier? Absolument pas. Donc, aucun changement dans les coûts, aucun changement dans la productivité, alors aucun changement dans la fonction d'offre globale à court terme. Est-ce qu'on a terminé? Non. Il nous reste une troisième courbe à aller voir. Donc, la troisième courbe à aller voir, ça va être quoi? Ça va être la courbe du PIB potentiel ou encore l'offre à long terme. Et qu'est-ce qui détermine la capacité de produire de la richesse à long terme pour une économie? Eh bien, ce sont les fondamentaux de l'économie, des concepts que vous avez vus au premier cours en introduction à l'économie, c'est-à-dire la CPP, la courbe des possibilités de production, dont on identifie trois grands facteurs, c'est-à-dire le capital, le travail et les ressources naturelles. Donc ici, est-ce que mon événement a affecté ces facteurs de production-là? Parce qu'on a construit un parc dans le quartier, est-ce que j'ai plus de capital, de travail et ou de ressources naturelles? Clairement ici, il n'y a aucun effet sur les facteurs de production. Il n'y a pas plus de travailleurs au Canada, on est encore 38 millions. Il n'y a pas plus de machinerie au Canada, il n'y a pas plus d'usines parce que vous avez un parc, et il n'y a pas plus de ressources naturelles, de pétrole, de forêts, de poissons dans les océans parce qu'on a construit un parc. Vous avez donc aucun changement dans le PIB potentiel. Excellent.
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant, on peut s'intéresser au dernier volet de la question, c'est-à-dire quels sont les effets macroéconomiques de la politique qu'on analyse. Donc, les effets macroéconomiques, on va toujours s'intéresser à trois choses. Donc, on va s'intéresser à voir qu'est-ce qui se passe avec le PIB, qu'est-ce qui se passe avec l'inflation, avec le niveau des prix, et qu'est-ce qui va se passer avec le taux de chômage. Donc, comment est-ce qu'on procède pour répondre à ces questions-là? Eh bien, allons voir dans notre espace graphique quelles sont les conséquences, de la politique qu'on a analysée. Donc, mon équilibre sur le marché se trouve toujours au croisement de l'offre et de la demande. Et ici, dans mon espace graphique, il se trouve également que je suis en équilibre de plein emploi après les événements parce que mes trois courbes vont se croiser simultanément. Donc, on peut regarder qu'est-ce qui se passe avec le PIB. Donc, le PIB après mon événement est rendu ici. Après mon événement, le niveau des prix est rendu ici. IPC, niveau des prix, génial. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le PIB par rapport à mon état initial? Par rapport à mon état initial, le PIB a clairement augmenté. Par rapport à mon équilibre initial, le niveau des prix a également augmenté. Vous avez donc une hausse du PIB et une hausse de l'inflation à cause de la politique budgétaire expansionniste du gouvernement. Ça fait beaucoup de sens. Toutes les politiques budgétaires expansionnistes vont avoir pour but de stimuler la demande globale et donc de stimuler l'activité économique. Vous avez finalement le taux de chômage. Le taux de chômage n'est pas représenté dans mon graphique. Il n'est pas sur l'axe des X, il n'est pas sur l'axe des Y. Donc, pour constater le taux de chômage, on va utiliser la courbe de PIB potentiel. Ça implique quoi la courbe de PIB potentiel? Eh bien, initialement, j'étais en équilibre de sous-emploi. Donc, si je suis en sous-emploi, donc quand je suis en sous-emploi, ça implique que le taux de chômage est plus élevé que le taux de chômage naturel. Autrement dit, je n'utilise pas tous mes travailleurs à ma disposition quand je suis en sous-emploi. Et ensuite, j'arrive en équilibre de plein emploi. L'équilibre de plein emploi, qu'est-ce qu'il implique par rapport au chômage? Eh bien, il implique que le taux de chômage est égal au taux de chômage naturel. Au Canada, ça pourrait être quelque chose du genre de 5 ou 6 Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un taux de chômage qui est initialement plus élevé que le taux de chômage naturel. Après mon changement, le taux de chômage est égal au taux de chômage naturel. Et donc, la conséquence évidente de ça, c'est que mon taux de chômage a diminué. Donc, mon taux de chômage a diminué pour rejoindre le taux naturel. Et voilà, on vient de terminer notre analyse pour les effets de la politique budgétaire expansionniste conjoncturelle. C'était l'exercice 2. Je vous invite, là, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à venir me voir là, à mes heures de disponibilité. Et si vous voulez continuer à vous pratiquer avec le modèle là, de l'offre et de la demande globale, vous pouvez là, aller là, sur ma chaîne, sur la liste de lecture, vous allez voir qu'il y a d'autres exercices qui sont soit déjà disponibles ou qui vont être mis là, disponibles dans les prochains jours pour continuer à pratiquer le modèle.